Bon, ben, merci à tous d'être là à l'heure pour cette table ronde sur Shadow IA, No Code, tous ces sujets qui sont nos nouvelles angoisses du moment. Avant, il y avait le Shadow IT et maintenant le Shadow IT prend de nouvelles formes avec ces nouvelles technologies. Donc on va en parler rapidement ce matin à la conférence d'ouverture. C'est Frédéric Cavazza qui nous disait que maintenant vous avez des personnes qui peuvent développer des applications complètes et performantes en une seule journée. Hein, donc c'est déjà de ça qu'on parle. Hein. Je vais vous donner quelques chiffres aussi, simplement pour voir de quoi on parle et puis quel est le contexte. Alors le contexte, c'est que finalement on parlait de BioD à un moment donné, c'était ce qui nous inquiétait, et puis aujourd'hui c'est le bio-IA, chacun vient avec son IA. Comme le disait Audrey Breyer ce matin, ce sont les usages publics qui sont venus dans l'entreprise avec l'utilisation des IA personnelles et qui finalement sont très utiles à tout le monde sur le plan professionnel pour gagner du temps. Alors l'impact, le problème, c'est que ça peut créer des failles, et donc on va rappeler l'impact financier d'une faille. Selon le dernier rapport Cost of a Data Breach d'IBM, une violation de données liée au Shadow IA coûte en moyenne 4,63 millions de dollars. Et c'est 670 000 dollars de plus qu'une faille classique. Pourquoi ça coûte plus cher ? Parce que comme on a du mal à la tracer, on met plus de temps à la découvrir et à investiguer. Il y a une autre réalité, et ça c'est en France, c'est une étude publiée en mai par LDS Conseil qui révèle que 68% des salariés français utilisent des outils IA non approuvés par l'entreprise au moins une fois par semaine. 68%. Donc, il y a un autre chiffre qui est assez alarmant, c'est que 43% des données partagées sur ces plateformes non sécurisées contiennent des informations confidentielles de l'entreprise. Et puis alors un autre fait, histoire de bien cadrer, bien plomber l'ambiance, d'emblée, l'origine des fuites internes. Donc là, il y a un autre rapport qui est sorti récemment, c'est le Data Breach Investigation Report de Verizon, qui est paru en mai, qui souligne que le Shadow IA s'est lissé au 3e rang des activités internes non malveillantes provoquant des fuites de données. Donc ce n'est que le 3e, mais c'est quand même le 3e. Et surtout, ce qui inquiète, c'est que voilà, on sait pas trop comment investiguer et cartographier tout ça. Donc ça, on va en parler avec nos intervenants. Donc avec Michael Prugnot, qui est RSSI de la Compagnie nationale du Rhône, qui est une filiale du groupe Engie. Avec Christophe Charbonnier, DSI du groupe Massa, qui est une ETI dans le domaine industriel du pneu. Sylvain Despace, qui est le DSI du groupe Comexposium. Donc, comme vous êtes tous là aujourd'hui, vous savez qui est le groupe Comexposium. Et Gilles Castéran, qui est entrepreneur et dirigeant, et puis qui accompagne depuis de nombreuses années des DSI, des RSSI, des décideurs IT dans leurs projets. Et avant de leur poser mes premières questions, je voudrais quand même revenir, puisqu'on vous a posé des questions avant cette table ronde, et donc je voudrais simplement vous montrer ce que ça donne, ce que vous avez répondu. Donc, déjà sur les attentes. Alors vos attentes, c'est de garder une visibilité sur les usages réels dans le SI et ex aequo, éviter les risques data et sécurité sans bloquer les métiers. Il faut quand même les laisser vivre et les laisser développer. En second plan, former les utilisateurs à une utilisation conforme de l'IA. Et enfin, mettre en place une gouvernance simple et acceptée.
Voilà, éviter les risques RGPD, ça c'est important aussi, donner des outils. Bon, on voit que finalement vous avez quand même pas mal de préoccupations entre lesquelles il est difficile de choisir. Et puis, vous nous avez indiqué les cas de Shadow IT, Shadow IA les plus répandus, déclarés par vous, ceux qui ont répondu. Donc, les LLM publics, ChatGPT, Copilot, Gemini Pro, utilisés sans validation de l'IT. Ça, c'est le cas numéro 1 et c'est exactement ce que je vous indiquais comme étude récente. Les comptes personnels pour accéder aux IA depuis le poste de travail, l'achat de SaaS direct par les métiers hors circuit IT, le traitement de données sensibles dans des outils non validés, et enfin, le déploiement d'applications no-code IA sans validation IT. Donc, alors, tout ça, déjà, une question rapide à vous tous, avec une réponse très très rapide aussi pour commencer. Est-ce que ça vous donne des cauchemars ? Est-ce que vous arrivez à bien dormir la nuit dans ce contexte-là, et puis avec tout ce que je viens de vous lister ? Alors, moi, je suis dans la cybersécurité. Alors, je vais préciser, je suis RSSI industriel depuis septembre. J'étais RSSI effectivement groupe CNR jusqu'à septembre. Donc, dans la cybersécurité, avec tout ce qui arrive dans tous les métiers de l'IT, mais je pense à la cybersécurité, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui sort, si on n'arrivait plus à dormir, il y a longtemps que je dormirais plus. Mais effectivement, c'est en fait constamment, il faut qu'on soit agile, il faut qu'on s'habitue, il faut qu'on aille voir les métiers, il faut qu'on se réhabitue à travailler autrement, mais surtout, continuer à dormir, sinon ça va être compliqué de travailler le lendemain, mais surtout arriver à rebondir. Voilà, c'est des nouveaux challenges qui arrivent très très régulièrement, quoi. Ouais, moi je dors bien aussi, mais c'est vrai que quand je suis réveillé, je pense quand même beaucoup à ce qu'il faut faire. Mais ça va, je dors bien, mais oui, c'est vrai que ça remet en cause beaucoup de choses, l'IA, et ça remet en cause notre façon de travailler, mais ça remet aussi en cause notre façon de contrôler le travail et de l'encadrer. Non, pareil, j'arrive à dormir correctement le soir. Donc je pense qu'on a tous conscience de la difficulté de ce sujet, mais je pense que c'est pas en évitant de dormir qu'on arrivera à y répondre. Et Gilles, qu'est-ce que tu observes parmi les gens que tu accompagnes régulièrement ? Ça va, l'angoisse est gérée ? Oui. Alors, il y a deux choses. Alors, je fournis aussi de la technologie, donc moi, au contraire, ça me permet de bien dormir, puisque derrière, il y a des enjeux forts. Mais peut-être que la question qu'on peut peut-être se poser, c'est comment on cartographie l'ensemble du sujet. C'est ça ? Oui, on peut en parler dès maintenant, mais ou y revenir plus tard. J'avais en fait une première question déjà avant de parler justement peut-être de comment on fait pour identifier, parce que ça c'est un point central, mais déjà peut-être faire un état des lieux. Et par exemple, chez Massa, Christophe, il y a une équipe IT de 16 personnes pour 300 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il y a des dizaines de sites en France. Et comment ça se présente, le Shadow IT, quel diagnostic tu as pu faire, voilà, et puis qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'on voit déjà des stagiaires qui développent des choses avec une IA dans un coin ? Ouais, alors effectivement, alors pour ce qui est IA, on laisse un peu, pour le moment on laisse plutôt faire, sans trop, enfin en encadrant, pour plusieurs raisons. Je parle plutôt dans un premier temps de la Shadow IA. On trouve qu'il y a une dynamique avec les gens qui effectivement amènent, mais ont envie d'utiliser les IA. Donc on n'a pas envie de casser cette dynamique. Mais on a conscience que Shadow IA, c'est Shadow formation aussi. Ça veut dire qu'on est capable, les gens ils font, et puis après on leur montre que finalement ils ont fait un truc, ils ont commencé à travailler avec l'IA, ça a fait 80% du taf en 10 minutes. Puis ils ont passé 3 heures à finir les 20 autres % parce qu'ils ont mal fait le prompt au début, et puis parce qu'après les IA elles partent en live, et tout le temps de gagner au début, il est perdu après. Donc ce qui peut être un peu, ça permet de prouver que
c'est bien, continuez à faire l'IA, mais on va vous former en premier. La shadow formation, c'est pas bon, tu sais pas faire, et on en profite quand on les forme, à les sensibiliser sur les risques de l'IA, même si je trouve qu'ils sont très sensibles à la fuite de données. C'est quelque chose qui est vraiment bien imprimé chez les gens. Je pense que les journalistes ont bien fait leur boulot, c'est quelque chose qu'ils ont bien dans la tête. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas des erreurs quand même, mais le risque, ils l'ont. Hein. Voilà. Sur la construction de shadow... de shadow programme, d'outils shadow, parce que c'est une vraie shadow IT. Hein. J'ai encore pas eu le cas, mais on sent que ça pousse les envies d'y aller. Et voilà. Alors sur cette partie-là, on a une chance, c'est qu'on maîtrise quand même l'ouverture des flux. Mais bon, c'est bien de faire une application shadow, mais à un moment donné, il faut que les données, on les récupère ailleurs dans le SI. Si on n'arrive pas à les récupérer, ça va nous revenir un petit peu aux oreilles. Michael, dans le domaine industriel, dans un domaine de production qui est très, très sensible, comment ça se manifeste dans ce type d'environnement, et est-ce qu'il y a des parallèles finalement qu'on peut faire dans cet environnement avec des sujets antérieurs à l'IA, à l'arrivée de l'IA et du no-code? Oui, alors finalement dans le monde industriel, on a également en fait une grande partie d'utilisation de l'IA pour tout ce qui est finalement de la bureautique, de la planification, des présentations, voilà, toute cette partie-là qui est un petit peu rébarbative, qui est un peu longue à chaque fois pour les métiers, surtout opérationnels. Mais on a de plus en plus de demandes et de recherche de solutions d'IA sur on a des procédures qui sont énormes, qui font des centaines de pages ou autres, où les personnes, que ce soit les mainteneurs, les autres, ont besoin en fait d'aller assez rapidement à l'essentiel. Et donc, ce type de solution, c'est ça qu'ils vont aller chercher. Et on a de plus en plus aussi de réalité virtuelle, où on a de plus en plus de recherche sur cette partie-là pour... toujours pareil, gagner du temps ou autre, donc c'est légitime, ça va plus vite que nous, il faut qu'on arrive à s'adapter à ça. Mais donc ça rejoint un petit peu à ce que disait Christophe. Derrière, en fait, on est dans un monde, on est sur de la sûreté hydraulique, on gère des barrages, donc on a quand même, j'espère, 100% des collaborateurs qui sont bien au courant des risques, donc on arrive quand même assez facilement à parler sur ces parties-là. Mais effectivement, moi, ça me rappelle un peu, à l'époque, j'étais à la Défense et après, j'étais dans l'hospitalier, l'arrivée dans le cloud, où on a l'arrivée du cloud qui est arrivée, ça a été la révolution, c'était comment on va faire, qu'est-ce qui se passe, on avait tout le monde qui commençait à aller chercher sa petite solution dans le SaaS, qui arrivait, qui son petit truc à côté, il disait c'est bon, ça va passer à côté de la DSI, ça va très bien se passer, ça va pas se voir. Et c'est un peu, on arrive un petit peu à revoir un petit peu ces données, donc faut arriver en fait à récupérer, on est beaucoup sur la sensibilisation, à récupérer tout ça, aller voir les métiers en disant t'as besoin de quoi, alors leur expliquer que ce qu'ils font c'est pas forcément bon, et pourquoi, parce que ils comprennent effectivement, ils savent qu'il y a un risque derrière, mais ils comprennent pas le cheminement en fait technique derrière, en se disant j'ai mis 3 mots, 3 termes, j'ai mis une procédure dans ChatGPT, c'est quoi le problème quoi. Et voilà, ils ont du mal à comprendre pourquoi. Ouais, donc de la prise de conscience pour commencer. Et Sylvain, chez Comexposium, on est encore dans un environnement différent, avec des métiers différents, plutôt du commerce, du marketing. Donc comment ça se passe dans le groupe? Est-ce que, en tant que DSI, tu embrasses le sujet, t'accompagnes, tu bloques comment ça se passe? La Shadow IT, moi je la prends vraiment comme une frustration du métier. C'est-à-dire que concrètement, c'est une frustration de l'IT de ne pas pouvoir répondre en temps et en heure aux difficultés que rencontre le métier. Et donc concrètement, pour moi, faut les laisser découvrir déjà. Il faut essayer de comprendre, parce que je pense que si on interdit bêtement, c'est comme les enfants, ils trouveront un autre moyen pour passer. Donc concrètement, je parle plus par l'accompagnement, l'explication de texte qu'il y a derrière, et essayer de leur montrer aussi sur des solutions sur étagère qu'on peut être amené à avoir, comment ils peuvent faire également pour répondre à cette solution. Comme on le précisait tout à l'heure, ils vont avoir besoin de la data, donc si on a sécurisé correctement notre data, tôt ou tard, ils vont avoir besoin de venir voir la DSI pour pouvoir redresser la chose. Donc l'idée, c'est plutôt d'accompagner justement le sujet plutôt que de bloquer. Mais alors justement, avant tout ça, il faut faire un véritable diagnostic le plus
valide le plus exhaustif possible, le plus pertinent possible. Et donc pour ça, Gilles, est-ce que tu peux nous parler de la détection? Comment on fait pour cartographier, pour détecter finalement tout ça? Oui, parce qu'en fait, là, ce qui est dit, c'est intéressant. Il y a trois cercles dans le système d'information. Il y a la partie qui est managée, donc ça, elle est sous contrôle. Il y a celle qui est non managée, mais on la connaît. Alors, un cas d'usage assez facile, hein, c'est, je sais pas, les juristes, il y a une opération financière, on fait une data room, donc on accède en SaaS à des solutions. Elles sont validées, mais on ne gère pas les accès ou en tout cas l'application en tant que telle. Et puis, il y a tout ce qu'on ne voit pas. Et alors, à aujourd'hui, là, on raisonne sur des applications qui sont générées, utilisées par de l'humain. Mais comme on a parlé des agents IA demain, on voit très très bien que ça va largement se complexifier. Et donc, le seul moyen qu'on a aujourd'hui pour avoir cette visibilité, en tout cas aller voir ces angles morts, c'est de regarder la création des comptes. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va dans une application, il y a une action qu'on fait toujours, c'est la création des comptes. Et donc on va aller chercher finalement les comptes qui sont les comptes fantômes, les comptes existants, leurs comptes professionnels. Hein. Là on parlait du cas tout à l'heure des employés qui utilisent leurs comptes perso, mais parfois c'est les comptes pro sur des applications qui ne devraient pas être utilisées, et donc ça c'est pas visible. Et donc en fait c'est cette visibilité-là qu'il faut très très vite avoir, et notamment pour se préparer à l'arrivée des agents IA qui vont exploiter tout ça. Et justement, une fois qu'on a fait ce travail-là, Gilles, de ton point de vue d'expert, c'est quoi la bonne posture? Mon point de vue d'expert. J'adore. Mais si. Non, mais la question, alors après, on revient dans les pratiques classiques, hein, c'est comment on le gouverne. Donc il faut très très vite avoir une bonne visibilité, ça on l'a dit. Et puis après, c'est comment on arrive à gouverner ce sujet. Alors gouverner, le sujet qu'on traite, c'est gouverner la donnée, c'est gouverner l'IA, voilà, il y a beaucoup de choses finalement. Et puis on a parlé de création de compte, donc il faut aussi gouverner les identités associées. Donc on a ce sujet à traiter. Donc il y a un enjeu de gouvernance qui est assez important. Il y a quelque chose de très concret, Michael, que tu as mis en place, hein, et puis assez malin, qui est un pop-up contextuel qui s'affiche dès qu'un utilisateur accède à une plateforme IA depuis le réseau de l'entreprise. Donc ça, c'est hyper concret et pragmatique. Comment t'es venue l'idée? Comment ça fonctionne? Et finalement, qu'est-ce que ça a comme effet? Alors, je ne sais pas si c'est malin, mais effectivement, ça a été. On a été. C'est pas venu juste de moi, mais justement, on a quand même pas mal réfléchi avec la partie DSI et vraiment sur la partie purement opérationnelle en se disant voilà, c'est un peu pareil, hein, on ne veut pas interdire. Hein, le but, c'est pas d'interdire en se disant derrière, de toute façon, ils vont le faire. Donc, on préfère maîtriser, que les gens viennent vers nous pour dire on a ça à faire, on ne sait pas trop, est-ce que c'est sécurisé par sécurisé. Donc, effectivement, on a fait. Donc, les firewalls, c'est de plus en plus intelligent. Et donc, effectivement, dès qu'il y a une connexion vers des IA externes et un petit pop-up qui s'affiche et qui leur dit voilà, en gros, vous allez sur une IA, et puis on a mis, c'est là où on a mis vraiment pas mal de sensibilisation, leur expliquant quel était le risque d'y aller, et que du coup ils étaient en toute connaissance de cause, ils savaient qu'en allant dessus, que ce qu'ils allaient mettre comme données à l'extérieur, c'était des données potentiellement qui étaient perdues, qui étaient données à d'autres. Donc, voilà. Donc ce pop-up là, effectivement, il est alors c'est du transitoire aussi, hein, parce que c'est comme tout, à force de le voir, à un moment on va plus le voir. Donc c'est surtout pour nous donner du temps, en fait, hein, nous donner du temps et se dire à force de voir ce pop-up, les gens vont aller sur autre chose, mais ça nous permet aussi d'aller chercher en fait l'utilisateur et voir un petit peu alors moi régulièrement, hein, j'ai les pages de connexion, je sais vers quel type d'IA ils sont allés, donc aller dire tiens, il m'en a pas trop parlé, j'ai été le voir, il m'a pas parlé de ça, aller le voir, lui dire t'as eu besoin d'aller sur tel ou tel type, pourquoi, voilà. Et qui permet derrière de l'accompagner, de voir s'il n'y a pas quelque chose en interne qui existe qui peut faire le travail, ou plutôt de dire ouais, ok, c'est un vrai besoin, on a vraiment besoin de ça, mais ça peut également servir. Le problème, c'est aussi de pouvoir avoir de la gouvernance là-dessus, c'est qu'on se rend compte que finalement il y a des IA, tout le monde en a besoin, tous les services en ont besoin, mais chaque service va faire sa petite recherche dans son coin, et du coup c'est compliqué de gérer tout. Et tu dis, voilà, je sais qui a fait ci, etc. Et comment c'est accueilli, ça? Parce qu'il y en a pas qui disent c'est du flicage Non, parce qu'en fait, alors je fais énormément de sensibilisation sur le terrain, et en fait, avant de le mettre en place, je leur disais déjà,
ça va arriver, soyez pas surpris, vous allez avoir telle ou telle chose qui vont arriver. On a une population, j'ai dit tout à l'heure, une population qui est très sujette au risque. On a des risques de sûreté, on a des barrages, donc forcément il y a des risques de sûreté. Donc là-dessus, j'ai pas trop de soucis, j'ai de l'écoute et ils ont même des fois trop peur. Je sais pas si on peut avoir trop peur, mais des fois on me pose des questions, on dit je sais pas trop, est-ce que je peux pas, et voilà. Donc j'ai pas trop cette partie-là, et à partir du moment où c'est accompagné en amont et qu'on arrive vraiment à parler, à voir un petit peu, et ça permet des fois, ça m'est arrivé très régulièrement de me dire j'ai complètement loupé telle ou telle chose, et de pouvoir, avant de le mettre en production, de pouvoir justement récupérer par rapport aux idées des utilisateurs. Merci. Et Sylvain, chez Comexposium, c'est une approche un peu différente, qui peut être d'ailleurs tout à fait complémentaire, à mon avis, mais via des ambassadeurs IA au sein des métiers. Tout à fait. Alors comment ça fonctionne? Quel est le rôle de ces ambassadeurs? Alors déjà, l'année dernière, on a déjà fait une charte IA. Je pense que beaucoup d'entreprises en ont fait déjà, donc pour pouvoir cadrer un petit peu tout le monde. Et ensuite, à travers un plan de transformation qui est piloté directement par la direction, on a des ambassadeurs dans les différents métiers pour pouvoir justement identifier les différents use cases qu'on aurait côté métier pour pouvoir ensuite, on va dire, construire ensemble les solutions d'IA pour répondre à ces différentes problématiques. Voilà. Ok. Et quid du catalogue de services validés? Parce qu'on parlait, j'évoquais au début le fait qu'il y a des IA validées, il y en a qui ne sont pas validées, et donc comment on construit ce catalogue d'IA? Toujours en écoutant le métier un petit peu, donc on regarde les innovations, donc ce qu'on a validé aujourd'hui est déjà mis à la poubelle demain, du fait qu'on doit renouveler, mais on regarde un petit peu les solutions qui sont sur le métier, et on essaie de valider le plus rapidement possible ce qui peut être intéressant dans les différents use cases qui ont été identifiés par le métier pour pouvoir proposer les bonnes solutions. Ok. Et alors encore une autre approche, et puis je crois qu'en combinant tout ça, ça peut donner déjà un bon panel d'actions concrètes. Christophe, chez Massa, vous avez choisi ensemble de ne rien bloquer, de travailler sur une charte. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, c'est ce qu'on vient tous de dire là. Alors, je précise aussi qu'on a commencé avec les ambassadeurs aussi, un petit peu. Bon, c'est le début, je ne peux pas trop vous dire, mais on fait aussi ça. Donc, et pourquoi une charte alors? Pourquoi une charte? Parce qu'en fait, c'est une charte, parce qu'en fait, au-delà de la shadow et de la fuite de données, parce que le contrôle ne marche pas pour moi. Parce que j'ai déjà vu des gens qui avaient un problème sur une appli ou n'importe où sur leur écran. Et en fait, ils dégainent leur téléphone, ils prennent en photo et disent à l'IA quelque chose. Donc, je pense qu'on peut imaginer que tous nos firewalls peuvent bloquer tout ce qu'ils veulent, à moins de faire laisser les téléphones de tout le monde perso à l'entrée. Je vois pas comment on peut trop être sûr que les moyens de coercition ils vont marcher. Ils vont pas marcher les moyens, puisque tout le monde dégaine le téléphone plus vite parce qu'on a la fainéantise de recopier ou de faire un copier-coller du message. Donc c'est vraiment de là qu'en réfléchissant, on s'est dit il faut former les gens, et pour les former, il ne faut pas que ça soit trop l'IT, il faut que ça soit justement des gens du métier aussi, soit des gens extérieurs, et d'essayer de les convaincre, parce que je suis persuadé aujourd'hui que les moyens qu'on a de contrôler, en fait, ils ne sont pas si faciles que ça, ils ne sont pas pas encore, peut-être ils vont arriver des outils, pas encore si fins que ça, et c'était un peu plutôt autour de ça l'idée de faire toutes ces choses-là. Et au passage, la charte, elle permet aussi d'éviter, parce qu'on parle de shadow IT, mais il y a les shadow juristes, les shadow marketeurs. Tout le monde qui a une IA dans les mains, il croit qu'il est plus malin qu'un autre. Et donc la charte, elle permet aussi de rappeler à tout le monde que il ne suffit pas d'avoir une IA dans les mains pour être développeur, ni pour être juriste, ni pour être je sais pas quoi, parce que ça fait beaucoup de mal aussi. Et les gens, les utilisateurs dans l'entreprise, ils réagissent comment à ça, à la charte? Ils sont plutôt contents, il y a un cadre. Non, ils prennent pas forcément... Ils réagissent pas, en fait. Eux aussi, ils sont dans l'inconnu. Ils sont un peu dans l'inconnu, ça leur donne des règles. Puis il y a un peu l'éthique aussi dans l'IA, il n'y a pas que la sécurité, il y a un petit peu l'éthique, donc ils sont un peu contents de savoir
qu'il y a 2-3 petites choses qu'on n'a pas le droit de faire sur leur tête avec l'IA, quoi. Qu'on n'a pas le droit de les juger, qu'on n'a pas le droit de dire à l'IA est-ce que celui-là il est bon, est-ce que celui-là il fait bien son travail. Donc ça les rassure aussi de savoir que dans l'entreprise, non seulement on essaye de penser à la sécurité dans la charte, mais aussi à l'éthique. Et dans une entreprise multisite comme Massa, à quels écueils on se heurte? On est multisite, mais nos autres sites, c'est des dépôts qui ont entreposent du pneu. Donc il y a l'IT, et c'est de l'IT dont on parle cadré, facile. Donc il n'y a pas trop de bureautique. Donc les autres sites, ça va à peu près. Et on a quand même 3-4 sites qui ont de la bureautique, mais ils sont assez proches du siège. Donc on va les considérer comme le siège. Et donc j'ai pas trop le souci d'avoir des gens décentralisés qui peuvent faire des tas de choses et qui seraient hors contrôle physique ou hors atteinte facile de formation. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les sites, c'est plutôt des sites dits industriels, ou en tout cas logistiques, qui n'ont pas beaucoup de besoins, entre guillemets, pas beaucoup de demandes sur l'IA. Ok. Et donc, ce matin, on avait une conférence sur les choix des COMEX. Et donc, ils veulent de la productivité, ils veulent des quick wins grâce à l'IA, ils veulent un ROI rapide. Et donc, comment les uns et les autres vous gérez cette pression? Est-ce que la direction est vraiment consciente des risques? Parce que là, on parlait des utilisateurs, mais est-ce qu'il y a aussi une forme d'éducation? Est-ce que vous travaillez ensemble avec les COMEX sur le sujet? Moi, ma direction, elle a tout à fait conscience des risques. Et d'un autre côté, elle est tentée par les gains aussi. Donc, il y a vraiment cette dualité. C'est un peu la dualité de la Shadow IT. C'est-à-dire, on peut dire, peut-être demain, le service informatique, ce sera un centre de conformité. Il restera que les RSSI ou les DPO. Et puis, chacun va faire son taf. Si on fait ça, il n'y aura plus... Mais si on fait ça, moi, ce que j'essaie de bien leur comprendre, c'est qu'ils vont perdre l'alignement stratégique. Là, déjà, qu'on débat toujours sur l'alignement stratégique des services IT, si c'est tous les métiers qui fait ce qu'il a envie, alors là, je pense qu'on ne peut plus faire tout ça. Et la cohérence des données et tout ça, on perd tout, quoi. Donc, en fait, moi, le message que je fais passer avec l'IT, c'est qu'ils doivent absolument... on doit garder le service informatique quand même un peu maître, en tout cas planificateur, en tout cas faire le travail de PMO, etc. Parce que sinon, on va se retrouver avec une IT qui part dans tous les sens, quoi. Garder la gouvernance. Et du coup, est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose? Comment réagissent les directions dans ce contexte-là? Est-ce qu'ils sont, on va dire, supportifs dans l'accompagnement que vous faites? Alors, moi, de mon côté, ils sont vraiment ils sont très méfiants. Là, c'est un directoire. Ils sont très méfiants et pour le moment, après, c'est quand même assez spécifique, je pense aussi, nos métiers, mais... c'est pas, alors clairement il y a zéro pression sur faut aller sur l'IA, après on n'a pas de gains financiers nous à faire sur cette partie là, mais on a vraiment, il y a en fait un tel risque sur la sûreté hydraulique que derrière en fait ils préfèrent plutôt dire accompagner, sensibiliser, mais clairement n'allons pas trop vite vers l'IA. Ok. Alors, chez Ready for IT, on est très pragmatique. On est là aussi pour parler des choses très concrètes et finalement de permettre à l'audience aussi de repartir avec des choses, des idées. Alors, vous en avez déjà évoqué sur la gouvernance, mais sur le concret, l'opérationnel, quelles alertes ou quels conseils, quels gains rapides vous pouvez évoquer. Par exemple, Michael, on parlait de l'IA et du fait que les gens, ils étaient petit à petit conscients des risques, sauf qu'il y a des risques insidieux, comme par exemple les prompt injection dans l'IA. Alors comment on traite concrètement des sujets comme ça? Bon, on les traite en fait comme tout risque finalement cyber. La grande différence, mais qui est importante, c'est que de toute façon tout va plus vite avec l'IA. Donc clairement la partie détection, réaction est très 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 importante et de plus en plus importante avec l'arrivée de l'IA, parce que maintenant clairement
Les cyberattaquants sont très bien armés, pardon. Ils ont en plus des armes qui sont très rapides, qui fait que ils ont industrialisé leurs attaques d'une manière très importante, qui fait que sans moyen de détection aujourd'hui, clairement, je pense que sans moyen de détection efficace, derrière, on est quasiment sûr d'avoir on est tous attaqués, mais d'avoir des intrusions assez importantes sans cette partie-là. Mais vraiment la détection importante, et toujours parler de la sensibilisation. C'est que très souvent, en fait, c'est des erreurs humaines. Ça peut venir de moi, ça peut venir de n'importe quel collaborateur, mais très souvent, ce sont des erreurs humaines. Les attaquants le savent très bien et ont des outils qui permettent justement de bien biaiser tous nos efforts, en fait. Et on parle de l'utilisation cachée de l'IA, mais il y a une utilisation très vertueuse de l'IA, que ce soit les LLM ou l'IA agentique, etc. Et finalement, est-ce que tout ça, ce shadow IA, c'est pas l'arbre qui cache la forêt de tous ces projets très vertueux qu'on est amené à mettre en place? Comment on sort de là, Sylvain, à ton avis? Nous, on est en train de construire une roadmap autour de l'IA, avec les différentes roadmaps également IT, métier, et donc justement de trouver la cohésion entre toutes ces roadmaps pour pouvoir avoir une roadmap qui se parle, on va dire, qui s'alimente d'elle-même autour des différents sujets, pour pouvoir justement ne rien oublier et pour pouvoir tracer. On a des sujets importants des côtés DSI cette année, comme beaucoup, comme la dématérialisation entre autres, et donc l'idée c'est de pouvoir avancer sur ces sujets importants sans oublier justement les besoins métiers et les différents sujets autour de l'IA. Donc je sais que côté Comexposium, on a la chance que le Comex est assez sensibilisé sur la partie justement IA et les sujets qui en tournent. Donc on a identifié beaucoup de use cases avec des MVP pour pouvoir mesurer les différents ROI et éventuellement continuer et faire avancer ces MVP pour pouvoir alimenter. C'est-à-dire qu'on fait des petits tests sur des petits périmètres et on mesure le retour d'investissement, et si le retour d'investissement est réel, on l'augmente de façon empirique jusqu'à le développer correctement. Et un autre sujet très concret, dans le contexte de développement caché, quel que soit l'outil qu'on utilise, c'est finalement le sujet de la maintenabilité. Alors le stagiaire qui développe, ou pas forcément le stagiaire, quelqu'un qui est là et puis qui s'en va, qui quitte l'entreprise, qui a développé quelque chose avec du no-code, avec de l'IA, et puis c'est une application que tout le monde finit par utiliser, et puis quand il s'en va, on n'est plus capable de la maintenir. Qu'est-ce qui se passe? Christophe, est-ce que c'est déjà arrivé chez Massa? Et si c'est pas arrivé, comment on s'en prémunit? Alors, c'est peut-être ça qui pourrait m'empêcher un peu de dormir. Parce qu'effectivement, il y a des fortes chances qu'elle soit très bien, cette application. Eh ouais. Et alors, nous, ce qu'on a fait, moi, ce que j'ai fait, c'est comme on fait la revue des comptes applicatifs tous les ans pour vérifier tout ça, je demande à ce qu'on check qu'il n'y a pas des autres comptes de SaaS ou de choses comme ça. J'ai demandé cette année qu'on essaye vraiment de cuisiner un peu pour vérifier s'il n'y a pas un peu en même temps, parce que c'est bien d'aller regarder ces comptes applicatifs, mais s'il y a des applications qu'on ne voit pas, il en manque un petit bout, quoi. Et donc voilà, après, je sais pas, effectivement, moi j'ai connu au tout début la Shadow IT, c'était une pauvre feuille Excel avec 3 bouts de macro, donc déjà on grognait un peu, mais on y arrivait, quoi. Si là, on se retrouve avec 70 langages no-code dans 70 SaaS différents, avec des plans de sauvegarde différents, des réversibilités de données douteuses, c'est sûr qu'il n'y a même pas besoin de ça. Le premier crash qu'il va y avoir, le premier mec qui va avoir fait sa petite appli va faire la version N+1 et puis il n'y a plus rien qui va marcher. Il y a des chances qu'on vienne vers nous. Ouais. Mais je ne sais pas comment on va pouvoir adopter toutes les technologies et connaître tous les logiciels. Ça risque d'être compliqué. Et l'urgence, c'est quand il faut apprendre en plus une plateforme, apprendre comment elle était fait, qu'on n'aura pas de doc et que après les IA pour les faire peut-être, je sais pas. On demandera à l'IA, on verra. Et Gilles, en entendant tout ça, ce serait quoi en fait ta synthèse de tout ça, comment, où on en est, et puis comment on peut faire pour aller plus loin sur ces sujets? Alors, déjà, j'espère que je ne vais pas définitivement vous empêcher de dormir, mais la prochaine chose, on l'a dit, et il faut avoir une visibilité assez forte de tout ce qui se passe.
Ça, c'est le sujet indispensable. Deux, on disait gouverner. Mais surtout, il faut être capable du coup maintenant d'arrêter en temps réel. Et donc, c'est comment on automatise le fait qu'on détecte tout ce qui se passe, on agit avec nos règles qu'on a définies en gouvernant, et après, on est capable d'arrêter. Parce que là, on est encore sur des cas où il y a de l'humain autour de ça. Moi, je pense que ce qui devrait commencer à vraiment nous empêcher de dormir, nous, dans mon entreprise, on développe beaucoup des agents IA pour toutes les fonctions. Ça fait du marketing, à la préparation de rendez-vous, à du code. Et donc, la philosophie, c'est de mettre des agents IA qui font des petites tâches, mais comme ils interagissent, alors c'est vrai pour nous, mais c'est vrai pour tout le monde, ils interagissent entre eux, donc il se passe des données avec des droits d'accès que certains n'ont pas sur les données, mais comme ils échangent les données, d'autres ont plus de droits. Et donc ça génère en fait toute une chaîne d'échanges et d'interactions qui agit. Et donc le sujet, alors c'est pas une obsession, je suis désolé, mais le sujet c'est comment on gère les accès et les identités humaines et non humaines, comment à la volée on est capable de donner à ces agents des moyens de s'identifier et d'accéder, et puis comment on coupe surtout, parce que le seul moyen qu'on ait trouvé, et donc c'est l'intention. Il faut essayer d'aller identifier l'intention des actions. Et donc le vrai sujet qui peut être ouvert là, c'est comment on développe des moyens de bien comprendre l'intention des actions de système d'information, qu'elles soient humaines ou non humaines. Merci beaucoup Gilles. Alors, si je résume pour vous, pour l'audience, parce que l'idée c'est aussi que vous partiez avec des éléments très concrets. Donc je vais répéter un peu quelques éléments des quick wins finalement qui ont été évoqués. Donc cartographier avant d'interdire, il faut connaître, créer ces fameux ambassadeurs métiers, le pop-up contextuel de sensibilisation. Voilà. Et puis, on a des risques, mais finalement, ils sont réels, mais on sait les nommer, et on sait aussi former et sensibiliser. Voilà, c'est les points clés si je résume. Et j'aimerais savoir, finalement, dans la salle, vos réactions à ce qui vient d'être dit. Est-ce que vous avez des questions à poser à notre panel ? Qu'est-ce que vous êtes bouche bée. Vous n'avez pas trop été. La question dans le shadow IA entre guillemets et pour la programmation, ça me fait peur de temps en temps, c'est que sans que si les programmeurs ou les développeurs ne continuent pas à regarder ce que l'IA a produit, on risque peut-être entre guillemets d'ajouter des brèches et des vulnérabilités qu'on n'aurait pas voulu. Moi, je pense que c'est tout l'inverse. Mais... Ouais, alors sur cette partie, en fait, effectivement, je crois qu'il y a une partie. Alors là, c'est une partie sur laquelle je rebondirai sur l'empoisonnement en fait, aussi d'une IA qui est assez importante et qui, pour moi, me paraît, et c'est ce qui fait que ce risque-là est tellement fort dans nos métiers que on y va vraiment doucement, parce que clairement. Partir sur une IA, faire confiance à 100% de l'IA et que derrière c'est elle qui va nous ouvrir les barrages et qu'on ne va plus rien maîtriser, clairement c'est non quoi. Donc le risque d'empoisonnement d'IA, on l'a déjà vu, il y a des attaques, des cyberattaques qui passent justement déjà, ils savent déjà empoisonner via de l'IA, donc ça c'est des vrais risques, ça c'est effectivement quelque chose d'important de ne pas partir à 100% sur la confiance du résultat de ce qu'on va avoir et de l'automatisation qu'on va avoir derrière. C'est important. Moi, j'ajouterais un point. On a réussi à gérer les développements offshore. Est-ce qu'un agent IA qui développe n'est pas un peu similaire à du offshore? Donc, on a su le gérer. Donc, concrètement, il faudra auditer le code comme on le faisait avec du offshore pour pouvoir justement contrôler et documenter derrière. Mais il va y en avoir beaucoup. Oui, alors après, on peut avoir des IA qui développent, des IA qui créent les tests avant le développement pour savoir comment on développe, des IA qui vont chercher la vulnérabilité. Enfin, voilà, après, on peut. Mais à chaque fois, il faut une intervention humaine, évidemment, pour valider et pour dire. C'est ça, parce qu'encore une fois, c'est ça le vrai sujet, en fait. Dans un certain sens, je pense qu'il faut aussi sensibiliser les gens qui font du shadow IA à ce risque-là, parce que eux, par contre, ne le verront pas nécessairement directement s'ils n'ont pas l'habitude, entre guillemets, de le faire.
Oui, alors, et la question que vous avez va même plus loin, d'ailleurs, me semble-t-il, c'est l'apprentissage. Parce que quand on dit il y a des gens qui valident, c'est parce qu'ils se sont créés une expérience et ils l'ont fait eux-mêmes. Donc on voit arriver maintenant, d'ailleurs malheureusement je ne suis pas sûr qu'on les voit arriver, parce que du coup il y a une barrière à l'entrée au travail, mais personne n'est dans un système d'apprentissage aujourd'hui, humainement, donc quels sont ceux qui vont valider dans 10-20 ans? J'ai envie de poser une question à l'audience. On est dans le partage des bonnes pratiques. Est-ce que les uns et les autres, vous avez mis en place des choses qui pourraient compléter ce qui a été proposé là par le panel? Ou est-ce que vous avez des expériences aussi vous avez vécu des choses, soit positives, soit vécu des difficultés, justement à cause de ce Shadow IA, Shadow No Code? Je sais qu'on n'aime pas trop parler des sujets. De détection assez particulière chez nous. C'est qu'en fait, on s'est créé des comptes d'entreprise sur à peu près toutes les IA du marché pour pouvoir limiter l'inscription avec le domaine de l'entreprise. Ah. Du coup, au moins avoir la remontée en disant un tel souhaite utiliser et pouvoir réorienter vers le bon outil si besoin. D'accord. Ça coûte au moins une licence par OSHIA, mais ça permet à minima d'avoir cette remontée d'info à moindre coût. Ouais, c'est intéressant. Et évidemment, ça développe le biais de dire bon bah je ne peux pas m'inscrire avec le domaine de la société, donc je vais créer le compte avec mon adresse perso. Voilà. Et après ça je rentre aussi dans les enjeux RH derrière le respect de la charte IA et le respect du traitement de la donnée. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que je peux vous laisser le mot de la fin? Voilà, on va faire dans l'ordre. Voilà. Oui, le mot de la fin, c'est effectivement un peu le résumé. On ne peut pas reprocher à nos collaborateurs d'aller sur l'IA et donc de bloquer tout ce qu'ils ont à faire. C'est pas, faut leur expliquer pourquoi. Nous, des fois, on comprend pas l'utilité de telle ou telle IA. Des fois, c'est l'utilisateur qui nous explique ah oui, j'ai un gain sur ci, j'ai un gain sur ça. Donc, vraiment être à l'écoute du métier, les sensibiliser derrière, comprendre pourquoi ils en ont besoin. Et vraiment, je pense qu'il faut fédérer en fait tout ça. Il faut vraiment arriver à consolider tous les besoins avant de partir vers vraiment des solutions IA qui vont se multiplier, comme toutes les solutions qu'il y a pu y avoir dans le passé. Ça va se multiplier. Il faut peut-être maintenant, et on l'a entendu ce matin, des projets que l'on fait l'IA, dans un mois, ils seront peut-être obsolètes dans 2 mois, 3 mois. Donc moi, je suis plutôt partant de dire prenons notre temps, c'est pas encore concret, et il y a des choses qui sont concrètes, mais il y a des choses où il est temps d'attendre. Moi, je dirais la Shadow IA ou Shadow IT, ça me rappelle un peu les débuts de la bureautique, c'est Excel, je suis un peu vieux, mais c'est un peu la même chose. On a connu aussi les gens qui passaient leur après-midi sur Excel pour un tableau qui ne servait à rien, les quelques macros, et puis finalement c'est revenu après. Après il y a le cloud, c'était la même chose. Ils avaient souscrit à un truc génial qui finalement a fait faillite, et puis bon, tout le monde s'en est passé. Puis il y a eu peut-être 2-3 cas où il a fallu retrouver notre solution équivalente. Puis je pense que là, ça va faire pareil. Il va y avoir des gens qui vont faire des tas de choses avec l'IA, des tas de rapports, des tas de machins. Parce que l'IA, elle parle beaucoup, donc ça va faire plein de grosses annexes dans les mails. Puis au bout d'un certain temps, on va se rendre compte qu'ils perdent leur temps tout l'après-midi. Et puis voilà, ça sert à rien. Je pense que l'IA, c'est un super outil, comme était la bureautique, comme est les applications SaaS, qui a les dérives du début, mais que si on arrive, nous, à s'approprier le truc, ça devrait extrêmement limité. Et que les outils, après, vont venir nous aider pour le reste. Je pense que c'est un éternel recommencement à travers les outils. Et donc, le plus important, c'est de mettre en pratique justement la gouvernance, donc d'accompagner les métiers, de les écouter, de les former, pour pouvoir justement mieux détecter et mieux voir comment on peut les accompagner sur les différents changements que l'IA va les amener à faire. Il faut bien quelqu'un qui mène un sens un peu différent. Alors moi je pense que c'est une autre révolution qu'on n'a jamais connue, qui est d'une dimension qu'on n'a jamais vue, parce que je pense en effet qu'il y a des entreprises qui vont arriver avec 3 personnes qui vont faire la même chose que des entreprises qui sont très très importantes. Donc moi je pense que c'est chose que ma réflexion, c'est le côté humain.
C'est qu'est-ce que ça veut dire sur les grands changements du travail, qu'est-ce que ça veut dire sur l'apprentissage, qu'est-ce que ça veut dire sur... Ça repose des vraies questions. Et ça, on traite beaucoup les sujets aujourd'hui sur la technologie économique peut-être, mais l'enjeu social et sociétal me paraît assez important. Et peut-être aussi qu'ils veulent s'approprier ces IA et les utiliser pour ne pas se faire supplanter par ces outils-là.